Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition régionale du 19-20 sur France 3 Normandie pour une édition spéciale ce soir depuis le Salon international de l'agriculture de Paris. Nous nous sommes installés porte de Versailles pour vous faire vivre en plein cœur ce grand rendez-vous du monde agricole. Le salon a ouvert ses portes ce matin pour 9 jours. L'occasion pour nous d'interroger la santé de toute une profession. Et pour cela, Laïla Landry, vous êtes au plus près des éleveurs et de leurs animaux. Effectivement Erwan, bonsoir à tous. Je suis dans le pavillon des animaux. C'est ici que sont exposées la plupart des bêtes qui vont participer au grand concours général agricole. Il est 19h, le salon commence à fermer ses portes, les allées se vident petit à petit pour laisser place aux éleveurs, aux vétérinaires qui vont pouvoir s'occuper des animaux qui ont passé une journée, il faut le dire, bien remplie. En quelques chiffres pour se rendre compte, la Normandie sur le salon, c'est 85 élevages avec 154 animaux en lice pour le grand concours général agricole. Nous, on va se retrouver un petit peu plus tard. Le temps pour nous de rejoindre l'autre bout du hall. On va parler agriculture féminine et enjeux économiques de ce grand concours agricole. On se dépêche, à tout à l'heure, Erwan. A tout à l'heure, Leïla, et pour parler de ce salon, nous recevrons également sur ce plateau Sébastien Windsor, vice-président de la Chambre d'agriculture de Normandie. A tout à l'heure. D'abord, place à votre actualité de ce samedi en Normandie, avec pour commencer la 15e journée de mobilisation des Gilets jaunes. À Caen, près d'1 millier de personnes s'est rassemblé cet après-midi, place du Théâtre, avant de défiler derrière une banderole taguée « La bataille sociale est déclarée ». Notez que quelques débordements ont émaillé la fin du rassemblement. 8 personnes ont été interpellées. À Rouen, quelques centaines de personnes cette fois se sont retrouvées ce matin à 10h devant l'hôtel de ville. Un cortège régional avec des manifestants venus des 5 départements normands. Ils ont défilé dans les rues du centre-ville avec une opération parking gratuit contre le tarif des stationnements qui, selon eux, vide les centres-villes. Écoutez. On est ici en tant que Gilets jaunes ce matin en fait pour un petit peu, je dirais, lutter contre le racket des parkings sur la ville de Rouen. Donc il est prévu ce matin une action en fait de faire l'ensemble des parkings payants de Rouen pour faire comprendre à toutes ces sociétés qui prônent en fait l'évacuation des véhicules du centre-ville en fait, mais en fait c'est devenu quelque part une petite imposition quelque part par le fait de faire payer les parkings. Donc on a décidé aujourd'hui en tant que Gilets jaunes de faire sauter ce petit impôt maquillé. Voilà. Et à Rouen également, quelques débordements en fin de cortège avec des feux de palettes et des bris de vitrines. 7 personnes ont été interpellées à Rouen. Par ailleurs, reprise de la production de Nutella prévue lundi pour l'usine de Villers-Écal en Seine-Maritime. Le plus gros site de fabrication mondial s'était arrêté par précaution mardi à cause d'un défaut de qualité. L'industriel annonce que les investigations permettent d'affirmer qu'aucun produit ne présente de risque. Plus de vélos dans les trains régionaux, c'est la demande de 13 associations de cyclistes. Elles se sont rassemblées ce samedi pour protester contre la diminution annoncée des places des 2 roues dans les TER. Seulement 3 prévus contre 18 actuellement. Le train plus vélo, c'est quelque chose qui est écologique, qui est pratique et qui est économique. C'est une situation qu'ils n'ont pas vu venir. Ils, ce sont ces cyclistes adeptes du combo train plus vélo. À l'horizon 2020, les nouveaux TER qui circuleront entre Paris et la Normandie n'auront que 3 emplacements de vélo par rame, soit 6 places au total pour un train complet. Une situation qui ne passe pas pour ces usagers. On a appris par le biais de discussions avec les associations d'usagers qu'il n'y aurait que 3 emplacements, donc incompréhensible. Et puis c'est vraiment un manque d'ambition en fait, en matière de transition écologique et puis en matière de développement du tourisme à vélo. Emporter son vélo le temps d'un week-end, ça se fait de plus en plus. Des régions comme le centre Val-de-Loire et les Hauts-de-France proposent 9 à 12 emplacements par rame. Un argument touristique qui a aussi un impact écologique. Aujourd'hui, dans le climat, le transport, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est le seul secteur qui ne réduit pas justement ces gaz. Et donc, c'est la raison qu'il faut mettre aujourd'hui le paquet sur les alternatives. Et une des grandes alternatives, c'est le vélo. Du côté de la région, on se dit prêt à adapter les futures commandes selon les besoins. Et puis une belle victoire hier soir au César pour les 2 Rouennais du groupe Jode. Vincent Blanchard et Romain Greff ont remporté le César de la meilleure musique pour leur bande originale du film Guy.
On revient à présent au Salon international de l'agriculture ici à Paris. Il a ouvert à ses portes ce matin. Le public a donc pu approcher les animaux et déguster les produits fermiers. C'était le cas notamment sur le stand de la région Normandie où ont pris place une centaine d'exposants. Des dégustations et des découvertes y seront proposées pendant tout le salon. Je vous propose tout de suite d'entendre les premiers visiteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de goûter ici? Les tripes, s'il y en a. Si je vous dis Normandie, ça vous évoque quoi? Le fromage, le beurre, le bon lait. Alors là, c'est un 1066, c'est-à-dire c'est avec du calvados et des fruits rouges. Le cible Normandie, c'est très très bon. J'ai goûté déjà, c'est très bon. Le fromage aussi. Hein. Et là, vous commencez tôt, il va falloir tenir la journée là. Oui, mais c'est pas un souci. Hein. Vous savez, en bon normand, hein, on est capable d'aller jusqu'au bout. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Très bon. C'est vrai? Vous êtes en train de goûter quoi? Du Divaro. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bon. Je suis ambassadeur du Japon, donc je suis tout le temps à Paris. Je ne peux pas voyager dans les régions. Et bravo à la Normandie. Décidément, ce salon de l'agriculture reste donc une formidable vitrine du monde agricole. C'est aussi l'occasion d'évoluer une profession en évolution. On en parle dans un instant. Et d'abord, rapide photographie de ce monde agricole avec Alexandra Hucht. L'agriculteur normand vit dans un monde qui change et de plus en plus vite. Autour de lui, plusieurs exploitations disparaissent chaque jour. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2015, en Normandie, on recensait 35 400 exploitations. 3 ans plus tard, en 2018, c'est l'hécatombe. Elles ne sont plus que 31 365. La Normandie a donc perdu 4 035 fermes en 3 petites années. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et pourtant, la Normandie, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, reste l'une des 3 régions les plus agricoles de France, avec les Hauts-de-France et les Pays de Loire. 70% de ces terres sont agricoles, avec 2 millions d'hectares. Une réalité normande qui se brise en deux univers distincts quand on y regarde de plus près. L'Ouest, c'est 2 tiers d'herbe, de l'élevage et du lait, plus un tiers de culture, avec les plaines céréalières entre Caen et l'Orne. À l'Est, c'est exactement l'inverse. Les grandes cultures sont légion, des céréales au lin textile. Il y a aussi de l'élevage, mais du hors-sol, plus industriel. Dans la conjoncture actuelle, la Manche et le Calvados souffrent donc plus que l'Eure ou la Seine-Maritime. Mais si 4000 fermes ont été rayées de la carte entre 2015 et 2018, il s'agit d'exploitations conventionnelles, car une tendance se confirme, l'implantation du bio. L'an dernier, 1200 fermes ont vu le jour. Dans les départements de la Manche et de l'Orne, c'est une exploitation sur 3. L'Orne fait des céréales bio. La Manche est en tête, avant tout pour son lait, 43% du cheptel est en bio. Mais partout sur le territoire, l'agriculture biologique gagne du terrain. La Normandie reste une région médaille d'or française dans de nombreux domaines. Le poireau s'exporte partout, le lin est prisé jusqu'en Chine, il y a bien sûr la production de pommes à cidre, et puis les produits laitiers traditionnels. Tout cela nous donne de nombreux AOC et labels rouges. Sébastien Windsor, bonsoir. Vous êtes le vice-président de la Chambre d'agriculture de Normandie. L'agriculture, ça reste aujourd'hui un monde en mutation. Oui, l'agriculture, c'est un monde en mutation. Alors, quand on dit on a perdu 4000 fermes, il faut modérer un peu le discours parce que certains agriculteurs, pour faire face à des contraintes, par exemple la traite, se regroupent à plusieurs. Et on peut avoir aussi dans ces 4000 fermes 2 agriculteurs qui se sont regroupés ensemble pour alléger leurs tâches. Et puis, au-delà de ça, la mutation, elle est économique. Et pour nous, il y a un vrai enjeu, c'est de faire reconnaître la qualité de nos produits agricoles normands, de faire reconnaître le savoir-faire des agriculteurs normands, de savoir faire reconnaître la qualité des produits français pour que le consommateur il fasse un choix éclairé et qu'il aille acheter ces produits issus de ces agriculteurs en qui il a confiance et qu'il fasse la différence entre ces produits-là et des produits d'importation. Mais est-ce que le dialogue n'ont pas forcément les mêmes règles? Face aux produits d'importation, d'accord, mais est-ce que ce dialogue il se passe aussi dans l'autre sens? Est-ce que vous aussi vous cherchez à vous adapter aux attentes des consommateurs? Et du coup, je pense que depuis de nombreuses années, on cherche à répondre aux attentes des consommateurs, on accélère ce mouvement-là. Vous avez vu ce qui se passe sur l'agriculture biologique, mais d'une manière générale, aujourd'hui, par exemple, quand je fais 1 tonne de colza pour faire de l'huile ou pour faire des biocarburants, j'utilise moitié moins d'engrais que ce que j'utilisais il y a 10 ans. Donc l'agriculture, oui, elle est en mutation pour répondre à ces enjeux. Notre enjeu, c'est d'arriver à le valoriser auprès du consommateur parce que ça a un coût. Et ce coût-là, est-ce qu'il est prêt à payer plus, justement, le consommateur? Oui, de plus en plus.
il est prêt à payer plus ou il est prêt parfois à aller acheter directement auprès de l'agriculteur en circuit court, parce que quand il vient acheter en circuit court, c'est pas forcément plus cher. Mais pour ça, il faut lui expliquer, il faut différencier nos produits, il faut lui montrer qu'on fait différemment. C'est pour ça qu'on avait fait la marque Saveurs de Normandie, c'est bien pour montrer que nos produits ne sont pas les mêmes que des produits qui vont venir de l'extérieur et que ça vaut peut-être le coup d'y mettre quelques centimes d'euros plus cher, parce qu'on parle seulement de quelques centimes, pour accompagner ces changements de l'agriculture. Sébastien Windsor, vous restez avec nous. On va parler à présent d'un sujet qui fait débat dans l'agriculture, celui des traitements. La profession elle a parfois l'impression d'être injustement visée à travers des changements de réglementation. Exemple avec l'interdiction des néonicotinoïdes pour les planteurs de betteraves. Ils demandent une dérogation. Reportage de Pierre-Marie Puot avec Carole Lefrançois. Cette semence de betterave est désormais formellement interdite. La graine ressemble à une petite dragée. Elle est enrobée, armée. Cette substance chimique, donc, qui était le néonicotinoïde, protégeait les 2 premiers mois la culture de la betterave contre les piqûres de pucerons, pour éviter des maladies, ce qu'on appelle la maladie de la jaunisse, qui arrivait durant l'été. Et ça, c'était efficace? C'était efficace. Ce miracle, dû à l'industrie agrochimique, cet insecticide diffusé dans la plante, permettait de lutter contre ce fléau. Mais les néonicotinoïdes, abondamment utilisés dans toutes les grandes cultures, ont aussi décimé les abeilles. Ça sonne creux, hein? Ah bah c'est vide. Le produit agit sur le système nerveux des abeilles. Elles ne retrouvent pas le chemin de la ruche et succombent. Les planteurs ont pourtant demandé une dérogation, avec un argument a priori imparable. L'endroit est toujours dépourvu de fleurs, donc de pollen. L'abeille, elle peut passer au-dessus du champ, mais elle ne s'arrêtera jamais et elle n'agressera jamais ma betterave. On ne sait pas combien de temps il faudra pour qu'un terrain soit assaini après un usage de néonicotinoïdes. Combien de temps? Voilà la question. Combien de temps? Combien de temps ces résidus seront-ils nocifs? Dans le doute, l'État est donc resté inflexible. Les néonicotinoïdes sont bel et bien proscrits cette année. On revient en arrière parce qu'on va être obligé d'appliquer un insecticide en végétation pour essayer de tuer les pucerons. Donc à l'ancienne en fait. À l'ancienne. Et surtout, on applique un insecticide qui tue tous les insectes. Les planteurs de betteraves s'attendent donc à être encore montrés du doigt. Ce sera le prix à payer pour protéger la récolte. Sébastien Windsor, est-ce que pour vous, cet exemple des néonicotinoïdes, est-ce qu'il est symbolique d'une certaine incompréhension avec le monde agricole? Oui, il est très symbolique d'une incompréhension et quelque part de distorsion de concurrence que subissent les agriculteurs français. Les néonicotinoïdes, ils sont censés être interdits en Europe. Tout un tas d'autres pays, 12 ou 13, ont donné des dérogations aux agriculteurs pour les utiliser. Nous, on doit vendre notre sucre, nos betteraves, au même prix que les autres qui n'utilisent pas les mêmes règles. Et alors, j'en parle même pas sur des produits d'importation qui utilisent des produits qui sont totalement interdits chez nous depuis des années. Donc à un moment, si on veut nous faire jouer avec des règles différentes, il faut aussi nous protéger. Et sincèrement, je pense que sur les néonicotinoïdes, l'agriculture française avait été responsable. Elle s'en est passée sur les colzas qui sont bulletinés. Peut-être qu'on pouvait les laisser sur les betteraves. Et la conséquence de ces distorsions de concurrence, de cette perte de compétitivité, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie française du sucre, elle est en désarroi complet. Et ça s'est traduit par une fermeture d'usine à Cagny. Effectivement. Alors, vous nous parlez de distorsion de concurrence, mais les consommateurs, eux, ils veulent plus de transparence, moins de traitement. Comment faire? Eh bien, je pense qu'on n'a vraiment pas de souci de transparence parce que justement, on a un savoir-faire et on a des pratiques qui sont inégalées. L'agriculture française a été reconnue la meilleure agriculture au monde en termes de durabilité. Ça, on ne le sait pas. On sait qu'on est tous champions du monde de foot, mais on est aussi champions du monde d'agriculture. Donc il faut montrer ce qu'on fait, il faut le faire savoir au consommateur et il faut que le consommateur il sache quand il achète un plat cuisiné qu'il est fait avec de la viande française et qu'il sache et qu'il se rende compte que cette viande française, elle est produite par un éleveur qui prend soin de ses animaux, qui fait attention à ce qu'il leur donne à manger et qui ne fait pas n'importe quoi. C'est entendu. Merci à vous, Sébastien Windsor, d'avoir accepté notre invitation dans ce 19-20 et bon salon à vous. Merci. On va à présent retourner du côté des animaux avec vous, Leïla, pour parler de ceux qui font vivre cette agriculture, les agriculteurs eux-mêmes.
Exactement, Erwan, on parle des agriculteurs, mais il y a aussi des agricultrices. Sur 100 agriculteurs, 37 sont en fait des femmes. Petit à petit, c'est donc toute une profession qui se féminise. Je vous propose de rencontrer Anne-Sophie Alain. À la base, elle exerçait une profession qui n'avait rien à voir avec l'agriculture. Aujourd'hui, elle élève des vaches laitières à Briqueville-sur-Mer. C'est dans le Sud-Manche. Nicolas Dalaudier et Joël Amar l'ont rencontré pour nous. Quand on la regarde travailler, Anne-Sophie donne l'impression d'avoir fait ça toute sa vie. L'exploitation compte près de 300 vaches. Pour s'en occuper, tout le monde met la main à la pâte et la jeune femme ne ménage pas ses efforts. Le geste semble naturel, pourtant elle n'est agricultrice que depuis 3 ans. Ancienne patronne de bar, elle a changé de vie par amour sans rien connaître au métier. Pour la petite histoire, je me posais même pas la question en fait comment le lait arrivait dans la brique de lait quand j'en prenais une. Mon mari m'a fait découvrir l'exploitation, m'a fait découvrir un petit peu comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est un métier qui est hyper passionnant. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est de se dire que tous les matins, on se lève pour nourrir des gens, des enfants. À 34 ans, la jeune femme a donc embrassé en même temps un homme et une profession. Amoureuse de Laurent et des animaux, elle a rapidement choisi de devenir éleveuse de vaches laitières. Mais elle n'a accepté de poser ses valises à la ferme qu'à une seule condition. Je lui ai demandé qu'on installe des robots de traite. Parce que la salle de traite, pour moi, ça ne me correspondait pas. Je préférais travailler avec des robots de traite pour avoir un confort de vie, que le métier soit moins physique, donc moins difficile pour moi aussi, et surtout pouvoir avoir une meilleure gestion de l'élevage. Aujourd'hui, Anne-Sophie avoue être heureuse. Entre ses enfants, son conjoint et la ferme, elle a trouvé le juste équilibre qui lui permet de s'épanouir. Et après 3 ans dans cette nouvelle vie, elle porte un regard assez lucide sur sa profession. Je pense que les femmes ont 3 casquettes. Femmes d'agriculteurs, agricultrices, mais surtout chefs d'exploitation. On est des vrais chefs d'entreprise. On doit gérer au quotidien la comptabilité, les achats, compresser les charges. Voilà, on est le garde-fou de beaucoup de choses. La nouvelle agricultrice a même fait une découverte. Finalement, ce métier la passionne. Elle a réussi à convaincre son compagnon d'étendre leur activité en transformant sur place une partie du lait qu'ils produisent. Mais ceci est une autre histoire. Et si les agriculteurs viennent chaque année au salon, ce n'est pas pour faire vitrine, mais Leïla, c'est bien pour tenter de gagner des médailles. Exactement, ils viennent pour le concours général agricole dans l'espoir de repartir avec ce prestigieux sésame, synonyme d'un élevage de qualité. Nous en parlerons dans un instant avec un éleveur de moutons, mais avant, Maxime Fourier et Angèle Devecchi ont suivi des jeunes lycéens qui participent au concours pour la première fois. Ils viennent d'Yvetot, en Seine-Maritime, et une première participation est synonyme de pression. On regarde. C'était aujourd'hui l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour Pierre et Valentin. 5 épreuves à passer avec pour objectif devenir le meilleur jeune berger de France. Après l'étape de la manipulation du mouton, Pierre semble satisfait. Je n'ai pas fait tomber de plot, elle m'a pas échappé. J'ai pas tiré la laine, donc je pense que la note devrait être pas mal. Au parc des expositions de Paris, les épreuves s'enchaînent pour les bergers en herbe. Devant un jury de professionnels, Valentin doit déterminer l'état de santé de la brebis. Je lui donnerai 4 ans. Et la pression pèse sur les épaules des 2 lycéens normands. C'est le salon de l'agriculture, donc on se doute qu'il va y avoir du monde. Puis comme il y a des gens qui parlent, tout ça, ça fait beaucoup de bruit, quoi. Mais c'est une condition en plus à prendre en considération parce que nous, en régional, on n'avait pas tout ce stress-là en plus. Donc faut réussir à gérer ça. Je leur ai dit, hein, amusez-vous. Il faut s'amuser. Ils sont au moins 38e et 37e meilleurs bergers de France. Alors, c'est déjà une chance d'être là et il faut la prendre et qu'ils s'éclatent. Après, c'est sûr que dans tous les regards, on sent, hein, moi je suis au jury de parage, on sent qu'il y a cet esprit de compète qui arrive, quoi. En tribune, les parents et la sœur de Pierre ont fait le déplacement depuis la Seine-Maritime. Son père, lui aussi éleveur de moutons, ne cache pas sa fierté. Merci d'avoir encouragé les jeunes pour les 14e finales de l'Olympiade. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis content, je suis fier qu'ils soient là. Ils se sont mis à fond. Les Olympiades, une compétition mais surtout une belle expérience humaine et professionnelle dont les jeunes bergers se souviendront longtemps. Le concours qui s'est terminé il y a un peu plus d'1 heure. Valentin est arrivé 23e et Pierre 31e. Alors je suis avec Emmanuel Marie. Vous participez au concours depuis plus de 10 ans. L'année dernière, vous avez gagné 10 prix sur 12. Vous avez 200 moutons Hampshire. Vous êtes originaire de l'Eure. Et quel est le sens pour vous d'une participation au concours général agricole ?
Écoutez, c'est avant tout un moyen pour promouvoir le travail qu'on fait au quotidien, notre passion pour les animaux, parler avec le grand public, expliquer notre métier, dire que notre métier est le plus beau métier du monde et en parler positivement. C'est au moins l'occasion, ce salon, de pouvoir le faire. Et les concours, comment dirais-je... Est-ce qu'il y a quelque chose à y gagner, peut-être d'un point de vue économique, de réputation? Qu'est-ce qui se joue pendant un grand concours en fait? Disons que quand on est récompensé comme j'ai pu l'être l'an passé et à chaque fois j'ai pu y participer parce que je suis jamais rentré bredouille, ça ouvre des marchés, c'est la promotion de son propre élevage, c'est la notoriété, c'est quelque part la reconnaissance et des ventes plus avantageuses à terme. Merci beaucoup Monsieur Marie, le grand concours agricole général, vous y participez mercredi. Merci Leïla, et on va faire comme cette première journée au Salon de l'Agriculture. On va tranquillement refermer ce journal avec un grand merci à toutes les équipes de France Télévisions qui nous ont permis d'être présents ici au Salon de l'Agriculture. Le Salon, on en reparle demain dans votre émission Dimanche en politique à 11h30 et on se quitte avec les stars de ce salon, à savoir les animaux.